Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne Qualys Information. Donc, tout d'abord, je m'excuse pour le retard au niveau du partage des autres vidéos. Donc, voilà, mais aujourd'hui, on va continuer nos formations. Donc, notre formation au niveau de normes ISO 9001 version 2015. Et on va traiter les exigences relatives au chapitre 6.1, donc qui est la planification du système management de qualité, action à mettre face aux risques et opportunités. Donc, à partir du titre, dans cette formation, ou bien dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'appliquer ou bien de renforcer notre démarche processus, ou bien l'approche processus par l'approche risque. Donc voilà, la formation, comme d'habitude, sera animée par moi-même. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou les envoyer par mail. Alors donc, pour se situer, donc on va prendre un extrait de la norme ISO 9001 version 2015. Donc le chapitre, comme j'ai déjà dit, c'est le chapitre 6.1, action à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités. Donc au niveau de ce chapitre-là, donc la norme dit, dans le cadre de la planification de son système de management de la qualité, l'organisme doit tenir compte des enjeux mentionnés au 4.1, donc c'est-à-dire au chapitre 4.1 intitulé contexte de l'organisme, enjeux, analyse des enjeux, et des exigences mentionnées au 4.2 qui est l'analyse des parties intéressées, et déterminer les risques et opportunités qui nécessitent d'être prises en compte. Donc, premièrement, c'est-à-dire au niveau de l'identification et l'analyse de nos risques relatifs au système management de la qualité, on doit prendre tout d'abord les exigences relatives au contexte de l'organisme. Bien sûr, donc on doit déterminer ou bien identifier quels sont les risques nécessités pris en compte pour, premièrement, s'assurer que le système de management de la qualité peut atteindre les objectifs ou les résultats escomptés. C'est-à-dire, on doit prendre en considération, comme j'ai dit, les risques relatifs au contexte de l'organisme qui ont un impact sur l'atteinte des résultats ou bien des objectifs de notre système management de la qualité. Et aussi, il doit être pris en compte aussi pour prévenir ou réduire les effets indésirables. C'est-à-dire, si nous aurons un risque d'avoir un effet indésirable, on doit identifier ces risques aussi qui sont toujours relatifs au contexte de l'organisme. Et aussi s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, parce qu'on a déjà parlé des risques et aussi des opportunités. Donc pour entrer dans une dynamique d'amélioration continue, on doit aussi définir ou bien déterminer soit les risques, soit les opportunités, surtout les opportunités qui peut impacter ou bien qui peut influencer positivement au niveau de l'amélioration continue dans notre système. Ensuite, après l'identification et la détermination de ces risques, l'organisme doit planifier les actions à mettre en œuvre relatives aux risques et aux opportunités. C'est-à-dire, après la définition ou bien la détermination de ces risques, la société ou bien l'organisme, il doit planifier quelles sont les actions, soit des actions préventives, des actions corrections, des actions correctives, pour bien sûr analyser ou bien pour être face à ces risques et ces opportunités. Et aussi, il doit déterminer la manière d'intégrer et mettre en œuvre ces actions au sein du processus du système management de la qualité. C'est-à-dire, la société doit définir la méthode, ou bien, comment dirais-je, il doit intégrer la méthode d'analyse des risques dans le système management de la qualité. Donc, on va voir ça en détail. Ensuite, l'organisme doit évaluer aussi l'efficacité de ses actions, c'est-à-dire après la mise en place de ces actions, la société doit savoir est-ce que ces actions sont efficaces ou non. Dans le cas par exemple où ils ne sont pas efficaces, il faut refaire ou bien il faut replanifier des autres actions, etc. Donc, ou bien il faut revoir les causes de la non-efficacité. Donc, bien sûr, avant de passer au cas pratique, donc on va expliquer un petit peu une méthodologie pour gérer les risques et les opportunités. Donc au niveau du processus gestion des risques, donc premièrement, la première étape, on doit identifier des risques
et opportunités bien sûr, c'est-à-dire on doit déterminer quels sont les risques, quelles sont les opportunités relatives à notre système management de la qualité. On va voir dans la suite quelles sont les sources de ces risques et comment identifier pour chaque source les risques relatifs à ça. Ensuite, après l'identification, nous avons vu qu'on doit évaluer les risques, donc l'évaluation des risques. On va voir comment évaluer les risques, bien sûr, en se basant sur la fréquence ou bien l'occurrence de ce risque et opportunités, et aussi la gravité, etc., pour déterminer la criticité de ces risques. La troisième étape, c'est l'analyse des risques. Donc l'analyse des risques, c'est une étape qui consiste à déterminer quelles sont les conséquences, ainsi les causes de chaque risque ou bien de chaque opportunité. Et l'étape 4, donc apporter une réponse face au risque, c'est-à-dire mettre des actions face au risque et ensuite suivre ces actions ou bien ces risques, est-ce que les actions mettre en place sont efficaces ou non. Donc ça c'est généralement un processus ou bien une procédure à suivre pour analyser les risques. Pour plus de détails, vous pouvez voir une autre vidéo intitulée l'analyse des risques, donc qui est déjà partagée dans notre chaîne. Donc au niveau de l'identification des risques, donc on peut utiliser plusieurs méthodes aussi. Donc c'est la première méthode qui est connue, c'est le brainstorming. Donc le brainstorming, c'est un ensemble des réunions ou bien un ensemble des tableaux autour des tâches, bien sûr, pour identifier le maximum possible des risques au niveau d'un projet, au niveau du contexte de multi-projets, au niveau des experts qui ont déjà travaillé sur un projet, etc. Donc voilà, on peut aussi faire le brainstorming avec les clients pour identifier quels sont les risques et quelles sont les opportunités relatives à ces clients, bien relatives à n'importe quelle partie intéressée. Et aussi, on peut se baser sur un checklist ou bien un retour d'expérience à partir de chaque projet ou bien à partir de plusieurs projets. On peut avoir un checklist ou un registre des risques relatifs à un projet. Et bien sûr, on peut s'inspirer de ce projet pour étudier notre projet ou bien notre système management de la qualité au niveau de l'identification des risques. Aussi, c'est une partie qui est détaillée dans la vidéo qui est déjà partagée. C'est pour ça que j'essaye de passer plus vite pour ces slides-là. Donc voilà. Donc maintenant, on va appliquer ça au niveau de notre système management de la qualité. Donc premièrement, on doit déterminer quelles sont les sources des risques et opportunités pour un système management de la qualité. Donc selon la norme, la première source pour identifier les risques et opportunités relatives au management ou bien au système management de la qualité, c'est les enjeux de l'organisme. Donc nous avons déjà vu au niveau de l'extrait de la norme que la société ou bien l'organisme doit prendre en considération les enjeux au niveau de l'identification des risques. Donc aussi, vous pouvez voir dans l'analyse des enjeux quels sont les enjeux pour chaque organisme, par exemple les enjeux technologiques, des enjeux commerciaux, les enjeux relatifs aux ressources humaines, etc. Donc à partir de ça, on peut déterminer les risques relatifs aux enjeux. Ensuite, et toujours selon la norme, on peut identifier nos risques à partir des parties intéressées, bien l'analyse des parties intéressées. On peut, par exemple, savoir quels sont les risques relatifs à un client, quelles sont les opportunités relatives à un client, quels sont les risques et opportunités relatives à un fournisseur. Par exemple, au niveau d'un fournisseur, le fait de travailler avec un seul fournisseur, donc il y a toujours un risque de rupture de stock, etc. Donc ça c'est un risque relatif aux parties intéressées qui est fournisseur. Je peux avoir aussi des risques relatifs aux parties intéressées internes, comme les salariés, la direction, par exemple l'engagement de la direction. Donc c'est un risque relatif aux parties intéressées internes qui est la direction. Donc voilà, donc ça, on peut aussi identifier les risques et les opportunités à partir des parties intéressées. Donc premièrement, les risques et opportunités relatives aux parties intéressées internes, donc nous avons déjà parlé de ça, la même chose pour les parties intéressées externes.
Et ensuite, donc, il y a des risques relatifs au processus de l'organisme. Donc au niveau du processus de l'organisme, on peut par exemple identifier les risques et opportunités relatives aux objectifs, c'est-à-dire supposons qu'on a un objectif ou bien un objectif relatif à un process, on prend par exemple n'importe quel processus, par exemple process production. Supposons que nous avons fixé un objectif de productivité avec un indicateur, donc le fait ou bien le risque de ne pas atteindre cet objectif, donc aussi on peut l'identifier. Aussi il y a les risques relatifs aux tâches ou bien les procédures, c'est-à-dire on peut détailler notre processus sous forme de plusieurs procédures et plusieurs tâches, et chaque tâche bien sûr, il se constitue de plusieurs étapes, et pour chaque étape, on peut étudier ou bien déterminer quels sont les risques relatifs à cette étape. Par exemple, toujours dans le process production, il y a par exemple parmi les tâches ou bien les procédures, par exemple le lancement de la production. Donc, on sait bien qu'avant le lancement, il faut un ordre de fabrication, il faut déjà d'avance une commande saisie, etc. Donc, le fait, par exemple, de saisir un ordre de fabrication faux, donc, ou bien une information fausse, donc ça, c'est un risque relatif au processus de production, donc, que nous avons identifié à partir d'une tâche, d'une procédure qui est le lancement de la production. Donc, ça, c'est un exemple. Et bien sûr, on peut identifier au niveau des processus quels sont les risques et opportunités relatives aux ressources, soit aux ressources matérielles, humaines, financières, etc. Par exemple, ou bien le fait d'avoir des ressources humaines, par exemple, non compétentes, donc c'est un risque. Donc c'est un risque relatif à un processus. Non maîtrise d'une tâche aussi par le personnel d'un processus, donc aussi c'est un risque. Non satisfaisant, ou bien l'insatisfaisance des ressources financières aussi, c'est un risque. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va voir, ou bien vous allez bien comprendre ça dans l'application ou bien dans l'exemple réel qu'on va étudier. Donc ensuite, on va passer à la deuxième étape de notre méthodologie d'analyse des risques et opportunités. Donc l'étape 2, c'est l'évaluation des risques. Donc l'évaluation des risques, c'est une étape qui consiste à déterminer la criticité des risques pour bien sûr dans l'objectif de prioriser ou bien hiérarchiser les risques et les opportunités au niveau de notre système de management de la qualité. Donc pour évaluer les risques, on peut se baser sur trois critères. Premièrement, la probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'apparition, ou bien ça s'appelle aussi l'occurrence d'apparition d'un risque ou opportunité. Aussi la gravité, c'est-à-dire est-ce qu'il est, est-ce qu'un risque qui est mineur, majeur, grave, critique, etc. Ensuite, la détectabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est un risque qui est facile à détecter ou non. Mais généralement, dans l'analyse des risques, les deux premiers critères sont suffisants pour analyser les risques. Et on va voir ça, bien sûr, dans le cas de la visualisation de notre analyse des risques, ou bien notre évaluation des risques en utilisant la matrice des risques. Donc bien sûr à partir de ou bien de ces trois critères, donc la criticité c'est la multiplication de ces trois critères, mais comme nous avons dit, donc pour nous, notre cas, on va se baser sur les deux premiers critères, donc pour calculer la criticité qui est la multiplication de l'occurrence ou bien de la probabilité et la gravité. Donc généralement pour la probabilité et la gravité, on peut par exemple se réunir, donc par exemple l'ensemble des sociétés, du personnel de société ou bien des intervenants de le projet pour déterminer donc, la fréquence ou bien la probabilité de chaque risque et la définition, ou bien aussi comment dirais-je, la gravité. Donc bien sûr chaque pilote de process il peut déterminer la probabilité ou bien les probabilités de chaque risque, il peut déterminer les gravités aussi. Donc dans ce cas-là, on peut prendre un exemple, la probabilité, par exemple, lorsqu'il y a un risque qui s'apparaît une fois par tous les 5 ans, etc., on peut dire qu'il est très rare, donc on peut donner la valeur 1 pour la probabilité. Dans le cas où il y a apparition
une moyenne d'une fois par an, donc on peut dire que c'est un risque qui est rare, donc on donne la valeur 2. La même chose dans le cas où il y a l'apparition avec une moyenne de 3 mois, donc c'est un risque fréquent, on peut donner le chiffre 3. Et dans le cas où il est peu fréquent, donc on peut donner le chiffre 4. Donc ça c'est pas normalisé bien sûr. Chaque société, chaque processus peut déterminer ses valeurs de probabilité. Et la même chose pour la gravité, dans le cas où il est mineur, il est significatif, grave, critique, etc. Donc voilà, donc à partir de ces valeurs-là, on peut calculer tout simplement la criticité d'un risque lié au continu. Donc après l'évaluation de ces risques, bien sûr, on peut visualiser cette évaluation en utilisant une matrice des risques. Donc dans cette matrice-là, il y a dans les axes des organes, il y a les gravités, donc de 1 jusqu'à 4, un mineur, modéré, important, catastrophique ou bien critique. Et dans les abscisses, il y a la probabilité, donc très improbable, improbable, probable, très probable. Et à partir de ces deux axes, on peut définir 3 zones. Donc il y a la zone acceptable, donc il y a la zone où les risques sont acceptés, ils sont acceptables. Donc ensuite il y a une zone d'alarme qui est en orange, et enfin il y a une zone rouge qui est inacceptable. Et pour chaque risque, bien sûr, par exemple lorsqu'on a un risque qui a la probabilité 2 et la gravité 2, donc il se situe directement dans le carré qui fait partie dans la zone alarme. Donc ça c'est juste une matrice pour visualiser l'analyse ou bien l'évaluation de nos risques, et bien sûr pour prioriser les actions, c'est-à-dire on doit par exemple, toujours selon la stratégie de la société, par exemple on peut trouver une société ou bien un organisme qui dit qu'on doit commencer par les risques qui existent dans la zone rouge, pour les transférer dans la zone orange, bien sûr, en mettant des actions efficaces, etc. Ou bien on peut trouver dans des autres organismes qui travaillent avec une autre stratégie qui dit, par exemple, on doit commencer par les risques mineurs pour bien maîtriser la gestion des risques, et ensuite on applique ça pour la zone orange et enfin pour la zone rouge. Donc ça reste une stratégie de la société, mais l'essentiel que cette matrice bien sûr nous aide au niveau de visualisation de l'évaluation de nos risques. Ensuite, l'analyse des risques. Donc l'analyse des risques, c'est une étape qui consiste à déterminer quelles sont les causes des risques de chaque risque. Donc pour l'analyse des causes, généralement on utilise la matrice ou bien le diagramme Ishikawa pour déterminer quelles sont les causes d'un risque. Ensuite, on peut utiliser aussi l'arbre de défaillance ou bien l'arbre cause-effet. Donc voilà, pour déterminer quelles sont les causes de chaque risque. Et aussi au niveau de l'analyse des risques, on doit aussi définir ou bien déterminer quelles sont les conséquences de chaque risque sur le projet, ou bien sur l'un des facteurs de réalisation ou bien de réussite d'un projet, soit relatif à la qualité, comme j'ai dit, au coût ou bien au délai. Ensuite, l'étape 4, donc lorsqu'on a défini ou bien déterminé les causes et analysé les causes, donc automatiquement on doit apporter des réponses face aux risques, c'est-à-dire on doit mettre des actions pour résoudre ou bien pour soit éviter, atténuer ou bien transférer les risques. Donc on va voir comment ça. Donc généralement pour éviter les risques, donc on doit diminuer la probabilité, c'est-à-dire mettre des plans d'action préventifs, donc pour diminuer la probabilité, donc la diminution de la probabilité, c'est-à-dire donc éviter les risques, ou bien atténuer les risques. Dans ce cas-là, c'est diminuer la gravité, donc en mettant des systèmes de protection, donc pour éviter, ou bien pour plutôt diminuer la gravité. Donc dans ce cas-là, on arrive à atténuer les risques. Transférer les risques, donc le transfert d'un risque, donc c'est lorsqu'on a quelqu'un qui
qui est plus compétent, ou bien qui maîtrise bien ce risque, on peut soit externaliser ce risque. Par exemple, dans le cas où il y a des non-conformités ou bien des problèmes et des risques relatifs à la santé ou bien relatifs à la sécurité au sein d'un projet, on peut externaliser ces tâches-là ou bien cette mission à une autre société ou bien un autre organisme qui maîtrise bien ça. Ou bien on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'assurance donc pour transférer le risque. Donc, et au lieu de gérer le risque, donc on laisse les assureurs gérer ce risque-là parce qu'ils maîtrisent bien, par exemple, ce risque, etc. Donc, c'est ça, le transfert des risques. Ou bien la gestion des risques. Donc, la gestion, ce sont un ensemble des provisions pour absorber le risque ou bien gérer d'une façon bien maîtriser un risque. Donc, voilà, ce sont les méthodes qu'on peut utiliser pour mettre des réponses face à un risque quelconque. Et voilà, donc on arrive à un tableau de bord d'un risque. Donc, par exemple, voilà, dans la première colonne, donc nous avons cité l'ensemble des risques. On peut, par exemple, donner des codes pour chaque risque, etc. Ensuite, nous avons l'évaluation pour déterminer quelle est la gravité, donc ce qu'on a vu déjà dans l'évaluation, la probabilité aussi, et on calcule la criticité. Ensuite, on détermine quelles sont les causes d'apparition de ce risque ou bien de ce risque-là. Et ensuite, les conséquences sur le projet. Et enfin, le plan d'action. On ajoute aussi ce qu'on appelle le risque résiduel, c'est-à-dire après la mise en place des actions, automatiquement il y aura un changement au niveau de la gravité et au niveau de la probabilité pour, voilà, pour réévaluer le risque et savoir est-ce que le plan d'action est efficace ou non. Donc on ajoute dans le risque résiduel donc G', donc gravité, probabilité aussi, le résiduel, et la criticité résiduelle. Donc voilà. On peut ajouter des autres colonnes, donc par exemple la priorité d'un risque, la priorité de l'action, etc. Donc on va voir ça en détail dans l'application ou bien dans l'étude de cas. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on va essayer d'appliquer tout ça, tout ce qu'on a vu. Donc on va appliquer ça. Donc nous avons déjà vu au départ que parmi les sources de l'identification des risques, il y a le processus. Donc nous avons dit qu'on peut définir les procédures de chaque processus, ensuite les tâches, etc. pour identifier les risques relatifs à chaque tâche. Donc dans notre cas, ou bien dans notre exemple, on va prendre le processus contrôle qualité. Donc généralement le processus contrôle qualité il se compose de plusieurs procédures ou bien plusieurs tâches. Donc par exemple le contrôle à la réception de matières premières et consommables, par exemple le contrôle en cours et final du produit, ensuite le suivi de tout ce qui est instruments de mesure, l'étalonnage, etc. Donc le laboratoire, etc. Donc ce sont plusieurs tâches qui font partie au processus contrôle qualité. Donc pour illustrer notre procédure ou bien notre démarche d'analyse des risques. Donc on va prendre le cas de contrôle à la réception de matières premières et on va prendre quelques risques. J'ai des quelques risques parce qu'on peut identifier plusieurs risques relatifs à ça. Donc voilà, dans le contrôle à la réception matières premières par exemple, parmi les risques probable. Donc il y a la non-conformité technique d'une matière première, c'est-à-dire la réception d'une matière non conforme au niveau technique. Donc nous avons donné ce risque un code RCQ1, juste un code, chacun peut donner n'importe quel code. Donc voilà, ensuite nous avons dit que dans cet exemple que c'est un risque qui est grave parce que automatiquement il va influencer sur la qualité du produit, donc il va impacter la relation avec les clients, etc. Et aussi il est probable, par exemple, donc c'est un risque qui est probable. Au niveau de la facilité de détection, nous avons donné 2. Donc pour avoir une criticité qui est la multiplication de ces 3 facteurs, donc il donne 24. Donc ensuite, dans l'analyse de ce risque, on détermine quelles sont les causes. Donc on peut citer comme des causes donc le type de matière, la maîtrise de production pour le fournisseur. On peut avoir aussi comme cause donc le transport de la marchandise, c'est-à-dire il y a des cas où la matière s'affecte au niveau du transport et manutention.
Et au niveau de la conséquence, ou bien des conséquences relatives à ce risque, donc il y a toujours directement non-conformité de produit, il y a des augmentations du taux de déchets, il y a des réclamations des clients, il y a des retours de la marchandise non conforme, etc. Et ensuite, bien sûr, après l'analyse des causes et la détermination des conséquences, on peut mettre des actions anticipatives et correctives. Donc, on peut proposer comme des actions, dans ce cas, l'élaboration des spécifications techniques d'achat, c'est-à-dire avant d'acheter ou bien de commander une matière, c'est mieux de communiquer avec le fournisseur via des spécifications techniques d'achat, des documents, des STA, etc., où on détermine ou bien on définit quel est notre besoin en détail au niveau technique. On peut aussi communiquer les exigences techniques ou bien nos exigences techniques avec le fournisseur. Donc voilà, on peut aussi faire des audits aux fournisseurs, etc. Donc ce sont des actions anticipatives et aussi des actions correctives ou bien des corrections. Par exemple, dans le cas où on a ce risque-là, donc on doit isoler la matière, on doit réclamer au fournisseur, etc. Donc ce sont des actions correctives. On peut identifier aussi des opportunités soi-disant relatives à ce risque. Donc notre opportunité ou bien nos opportunités, c'est la diminution des non-conformités, c'est la satisfaction des clients, minimisation des déchets, minimisation des pertes, l'optimisation des ressources, etc. Donc après ça, donc automatiquement, il faut juste ajouter quelque chose. Au niveau du plan d'action, on doit ajouter quel est le responsable, quel est le délai prévu pour l'action, etc. Et ensuite, après l'échéance de l'action, on doit calculer ou bien recalculer le risque résiduel ou bien recalculer la gravité, la nouvelle gravité. On détermine G', P', la probabilité aussi pour savoir la criticité, la nouvelle criticité. Et bien sûr, comparer cette nouvelle criticité qui s'appelle le risque résiduel avec la première criticité pour dire est-ce que les actions sont efficaces ou non. Et ensuite, on peut ajouter aussi les méthodes de surveillance et la fréquence de surveillance et suivi de ce risque, soit par exemple l'échantillonnage, soit à travers un indicateur de performance, pour la fréquence soit mensuelle, soit à chaque réception, etc. Donc voilà. Et ensuite, la même chose pour l'autre risque, on peut identifier non-fiabilité des instruments de mesure, c'est-à-dire on peut identifier comme risque des problèmes techniques au niveau des instruments de mesure, parce que automatiquement ils peuvent influencer sur le jugement de la qualité de la matière réceptionnée, etc. Donc voilà, de la même façon on va faire ça. Et aussi pour les risques relatifs aux parties intéressées, comme la relation avec le client, par exemple, la perte d'un client, c'est un risque. La livraison d'une marchandise non conforme pour un fournisseur, ou bien au prix d'un fournisseur, donc c'est un risque relatif à un fournisseur, etc. Donc voilà, la même chose pour les indicateurs, ou bien pour les risques relatifs aux objectifs. Par exemple, nous avons parlé dans le premier risque au taux de déchets, taux de produits non conformes. Donc là, non atteinte d'un objectif fixé pour cet indicateur aussi, on peut l'identifier comme un risque. Et bien sûr, pour visualiser ces risques, donc on peut utiliser la matrice des risques. Voilà. Donc voilà une matrice de risque pour mieux visualiser le risque. Donc nous avons vu 3 risques. Donc le risque contrôle qualité 1 qui a une probabilité 3 et une gravité 4, donc ici dans la zone rouge. La même chose pour le risque 3, et pour le risque 2, il fait partie dans la zone alarme. Donc voilà, à partir de cette matrice là, on peut dire qu'on doit, selon une stratégie de notre organisme, je ne sais pas, donc on peut commencer par la zone inacceptable en mettant des actions ou bien en commençant par les actions relatives aux risques 1 et 3, et ensuite pour 2, donc bien sûr pour arriver à un stade où on maîtrise bien nos risques et dans l'objectif d'avoir tous les risques dans la zone, bien sûr dans la zone acceptable. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre formation d'aujourd'hui.
Donc pour la prochaine formation, il sera le chapitre 6.2 qui est bien les objectifs de la qualité ou bien les objectifs du système management de la qualité. Donc bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou vous pouvez les envoyer par mail. Et bien sûr, vers la fin, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne Calizine et merci à tous.